Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais me concentrer sur certains dossiers de ce Conseil européen qui s'annonce particulièrement dense. Le premier concerne évidemment le cadre financier pluriannuel, déjà évoqué par mon collègue de la Commission des Finances. Nous sentons bien la pression que certains États membres mettent en vue d'une conclusion de ce dossier d'ici la fin de l'année 2026. Or, la boîte de négociation dévoilée par la présidence chypriote du Conseil a été qualifiée, je cite, de « no-go box » par un certain nombre d'États membres, notamment les États frugaux. C'est peu dire que les négociations sont tendues et il me semble dans tous les cas que la substance doit l'emporter sur le calendrier. On ne saurait conclure un accord d'ici la fin de l'année sous prétexte de craintes relatives aux résultats de la prochaine élection présidentielle française, si le résultat des négociations ne nous convient pas. Or, à ce stade, le compte n'y est pas et il faut que la voix de la France soit pleinement prise en compte dans ces négociations. Je pense à la politique agricole commune, je pense au traitement des régions ultrapériphériques, je pense aux ressources propres et en particulier à l'idée d'une taxe sur les services numériques. Je pense bien sûr plus largement à l'innovation et à la préférence européenne. Nous examinerons d'ailleurs cette semaine en Commission des Affaires européennes une proposition visant à renforcer le cadre de l'accélérateur industriel proposé par la Commission européenne. Sur ces différents points, nous souhaiterions connaître les positions envisagées par la France au sein du Conseil européen. En évoquant la notion de préférence européenne, je veux également évoquer la relation à la Chine, qui sera également au cœur des échanges de ce Conseil européen, qui évoquera les enjeux économiques globaux. Nous devons poursuivre dans la voie du de-risking, c'est-à-dire assumer pleinement la préférence européenne et mettre à niveau nos outils et nos pratiques de lutte contre la concurrence déloyale qui sape la compétitivité des entreprises européennes. Nous ne devons faire preuve d'aucune naïveté, y compris dans l'application de nos règles de concurrence, pour permettre l'émergence de champions européens capables de faire face à une concurrence extrêmement agressive, qu'elle soit chinoise ou américaine. L'autre dossier sur lequel nous devons tenir un discours lucide, c'est celui de l'élargissement. Alors que l'Union a décidé, après des mois de blocage hongrois, d'ouvrir les premiers chapitres de négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. Une délégation de la Commission des Affaires européennes se trouve en ce moment en Albanie et se rendra ensuite au Monténégro pour faire le point sur les négociations d'adhésion avec ces pays. Nous connaissons tous la frilosité des Français vis-à-vis de l'élargissement, soulignée par un eurobaromètre à l'automne dernier. Nous connaissons aussi la lourdeur du processus de ratification d'un éventuel élargissement qui suppose soit une approbation par référendum, qui constitue la voie normale, soit 3 votes aux 3/5 du Parlement, un par chaque Assemblée, puis un par le Congrès. La France a récemment mis en circulation 2 non-papiers. L'un co-signé avec l'Allemagne, l'autre avec les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, pour défendre à la fois le principe d'une adhésion graduelle, mais aussi pour souligner la nécessité de rénover les traités d'adhésion afin de prévoir, outre des clauses transitoires concernant l'accès à certaines politiques comme la PAC ou la cohésion, une réelle clause de sauvegarde en matière de respect de l'état de droit et une période transitoire concernant l'usage du droit de veto en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les attentes et la stratégie de la France sur ce dossier très sensible? Je souhaite pour ma part rappeler que nous attendons toujours de la part de la Commission européenne des propositions de réforme de la gouvernance de l'Union avant la conclusion de l'élargissement, faute de quoi nous risquons une forme de paralysie et donc en réalité un affaiblissement. Le président de la République soulèvera-t-il ce point lors du Conseil européen? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Ronan Le Gleut, je vais répondre à plusieurs des points que vous avez soulignés. D'abord, sur les questions des ressources propres, pour continuer le raisonnement qui avait été commencé avant. Donc, il y a le paquet qui a été proposé par la Commission européenne qu'il faut adopter. Et puis, on peut aller plus loin. Je voudrais, par exemple, souligner 3 propositions qui ont été faites par le Parlement européen. C'est bien sûr la taxe sur les services numériques. Vous l'avez mentionné, Monsieur le Vice-président. Ce serait un rééquilibrage bienvenu
de la relation commerciale avec les États-Unis, la taxe sur les jeux en ligne et la taxe sur la crypto. Voilà autant d'éléments qui peuvent être aussi examinés dans le cadre de la réflexion sur les ressources propres. En tout cas, nous sommes favorables à ouvrir et à élargir le champ de la discussion sur ces sujets. Vous avez mentionné les régions ultrapériphériques. Je voudrais vous dire que nous avons eu vendredi un sommet avec mes homologues espagnols et portugais, avec lesquels nous avons créé une coalition de soutien aux régions ultrapériphériques, au rôle stratégique qu'elles jouent pour l'Union européenne, avec ma collègue Naïma Mouchous, qui nous a permis de faire entendre la voix de nos régions, que ce soit dans la simplification de l'accès aux fonds, à travers le prochain omnibus de simplification pour les RUP que nous avons demandé à la Commission européenne, et bien sûr de retrouver la singularité aussi des Outre-mer dans le prochain cadre financier pluriannuel, notamment à travers la reconstitution du POSEI, c'est-à-dire le Fonds agricole pour les Outre-mer. Je constate que nous avons été entendus puisque nous avons des avancées majeures et notamment l'annonce de la reconstitution du POSEI. Nous continuerons à être extrêmement vigilants, mais c'est un combat que nous menons. Encore une fois, les Outre-mer sont un atout stratégique, culturel, environnemental pour l'Union européenne, mais ils ont des singularités socio-économiques, géographiques, et donc les textes européens doivent refléter ces singularités. Enfin, sur la question de l'élargissement, vous avez raison de le mentionner, nous avons mis en place donc, le groupe de travail ad hoc sur la rédaction du traité d'adhésion du Monténégro, avec au fond le même type de mécanisme que ce qu'on avait eu pour la Croatie, c'est-à-dire un certain nombre de clauses de sauvegarde, des périodes transitoires, la possibilité d'une activation simplifiée de l'article 7 pendant aussi une certaine période, vous savez, notamment par exemple les suspensions de droit de vote liées aux remises en cause de l'état de droit. Donc c'est des échanges que nous avons eus aussi avec les autorités monténégrines, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre au Monténégro avec le président de la République la semaine dernière pour le sommet européen. Et donc nous allons continuer ce travail. Ce sera d'ailleurs la meilleure garantie pour nos concitoyens, pour notre opinion publique, que nous sommes extrêmement vigilants dans la mise en œuvre des réformes et dans la protection de l'intégrité du marché intérieur et de l'acquis communautaire dans cette politique d'élargissement. Ministre.